Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce webinaire que nous avons choisi d'intituler Brisons les mythes du sommeil. Alors, l'intention ce soir est de déconstruire ou tout au moins nuancer un certain nombre d'idées reçues sur le sommeil. Et donc, Martha, ici présente, Martha Bolanos, psychologue du sommeil et psychologue coordinatrice au réseau Morphée, et moi-même, donc Frédéric Osser, médecin du sommeil et médecin coordonnateur au réseau Morphée. Donc, nous allons prendre la parole tour à tour. Alors, pour toutes vos questions, vous pouvez les poser au fil de l'eau dans l'onglet questions-réponses qui est juste à côté du petit onglet vert Partager. Voilà, on y répondra au fur et à mesure du webinaire. Voilà, eh bien, c'est parti. Martha, à toi la parole. Merci beaucoup, Fred. Donc, voilà, nous sommes partis du Réseau Morphée. C'est une association régionale de santé financée principalement par la ARS Île-de-France. On opère sur tous les territoires d'Île-de-France et notre mission, c'est de développer la bonne prise en charge des troubles chroniques du sommeil. Et ça, on le fait par trois types d'actions. Donc, l'information et la sensibilisation auprès du grand public, l'orientation et l'accompagnement des patients en Île-de-France et la formation des professionnels de la santé. Et donc, on commence ce webinaire en vous posant une question. Est-ce que le sommeil, c'est une perte de temps? Et là, la question, c'est un non grand et en capital letters parce qu'on passe une tiers de notre vie à dormir. Et c'est pas possible qu'un tiers de notre vie soit une perte de temps. En fait, le sommeil, c'est extrêmement important. Il est présent dans tous les animaux étudiés. Et en fait, on n'est pas de la fonction du sommeil parce qu'on comprend que le sommeil est nécessaire pour le bon fonctionnement de tout l'organisme, autant de notre santé physique que mentale. Le sommeil a une implication pour le bon fonctionnement de tous nos organes. Et c'est bidirectionnel. Ça veut dire que si on dort bien, ben, et on aura une santé de nos hormones, donc le système endocrinien, de nos systèmes immunitaires, cardiovasculaires. Et si le sommeil va mal, ces systèmes, ils vont se détériorer. Et à l'inverse aussi, quand on a un problème neurologique ou digestif ou cognitif, on va avoir une répercussion sur le sommeil. Donc, pas du tout une perte de temps. Alors, une idée bien reçue et les meilleures heures de sommeil sont celles avant minuit. Eh bien, je vais vous expliquer comment ça marche et vous allez pouvoir répondre tranquillement ensuite à cette question. Alors, donc, le sommeil, c'est une succession de cycles de sommeil qui va se dérouler tout au long de la nuit. Donc, quand on s'endort, on commence à s'endormir en sommeil lent, léger, le stade 1. Le stade 1, c'est vraiment juste, on s'assoupit. Donc, on est encore vigilant à tout ce qui se passe autour de nous et on commence simplement à entrer dans le sommeil. Si tout se passe bien, on va ensuite passer en sommeil lent, léger, stade 2. Donc là, le sommeil est un petit peu plus stable. La perception de sommeil est présente chez certaines personnes et pas chez d'autres. Ça dépend de notre carte d'identité du sommeil et on verra un peu plus tard de si on est plus dauphin ou pas. Donc là, on est toujours en sommeil lent léger. Et puis, si tout va bien, on va passer en sommeil lent profond, le stade 3, là, celui que vous voyez par une bande rouge tout en bas. Et donc, ce sommeil lent profond, là, on a tous la perception de sommeil. C'est un sommeil, si on est réveillé au milieu du sommeil lent profond, on va avoir du mal à émerger. Donc, sommeil lent profond. Et puis, on va terminer le cycle de sommeil avec cette petite bande verte que vous voyez, qui est le sommeil paradoxal. Et puis, on va enchaîner comme ça tout au long de la nuit les cycles de sommeil avec des petites interruptions, des petits temps d'éveil entre les cycles de sommeil qui peuvent être très brefs, dont on ne garde pas forcément le souvenir, mais ils existent. Et plus la nuit avance, vous voyez, moins le sommeil lent profond est présent et plus le sommeil paradoxal augmente.
Et donc, ces cycles de sommeil durent entre 1 heure et demie et 2 heures. Ça dépend un petit peu aussi de la carte d'identité du sommeil de chacun. Alors, ces stades de sommeil, donc la première partie de nuit, je vous ai dit, c'est là où on a le plus de sommeil lent profond. Ce sommeil lent profond, il nous sert essentiellement à la récupération physique. Donc récupération tissulaire, régulation du système immunitaire, sécrétion de l'hormone de croissance, récupération des niveaux d'énergie. Donc tout ça se fait en priorité en première partie de nuit. Et dans la deuxième partie de nuit, on va avoir de plus en plus de sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, c'est là où on fait les rêves et les cauchemars, dont éventuellement on se souvient. Et il s'appelle paradoxal parce que l'activité du cerveau est très intense, proche de celle de l'éveil. Il se passe plein de choses, mais les muscles sont paralysés. Heureusement, parce que sinon on agirait nos rêves, ce serait assez inconfortable. Donc, ce sommeil paradoxal, il est surtout impliqué dans la récupération au niveau du cerveau. Donc, mémorisation, apprentissage, régulation des émotions. C'est là que le cerveau fait son nettoyage, choisit de garder, jeter, archiver. Voilà, tout se passe dans cette période de sommeil paradoxal. Alors, oui, donc vous aurez répondu sans moi. Cette idée reçue, en fait, c'est pas avant minuit, l'heure de minuit, mais c'est juste de dire que la première partie de la nuit est plus riche en sommeil lent profond, d'où cette idée qu'elle serait plus réparatrice. Mais en réalité, tous les stades de sommeil ont leur rôle. Alors, on connaît moins bien le rôle du sommeil lent léger, mais enfin, il est important aussi. Donc, il n'y a pas de première partie meilleure que deuxième partie ou autre, c'est simplement que la composition du sommeil évolue en fonction de la nuit et que les heures du début de la nuit sont plus riches en sommeil profond. Mais ça n'a rien à voir avec minuit. Si vous vous levez tous les matins à 7 heures du matin et que vous avez besoin de 7 heures de sommeil, mettons, vous allez dormir entre minuit et 7 heures et tout ira très bien. Il n'y aura jamais d'heure avant minuit. Ça n'a aucune espèce d'importance. Super, Fred, merci beaucoup. Donc là, je vais répondre à cette idée aussi reçue des mince, j'ai raté mon train de sommeil, maintenant je dormirai plus. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'il y a un train de sommeil qu'on peut perdre et que maintenant il faut attendre? Ben bien, pour dormir bien la nuit, attends, parce que je peux passer, ah voilà. Et on sait que pour dormir la nuit, on, ça se régule par deux processus qu'on appelle les processus homéostatiques et les processus circadiens. C'est des processus qui sont indépendants, mais qui travaillent ensemble. Donc maintenant, ces graphiques peuvent paraître un peu bizarres. Probablement après, vous allez comprendre tout de suite. Donc, les processus homéostatiques, il est très facile à comprendre. À partir de cette étude de privation, on a observé que plus on accumule des heures d'éveil actif de suite, plus notre nuit de sommeil sera riche en sommeil lent profond. D'accord? Donc, il faut penser à ces heures d'éveil accumulées, un peu comme une élastique, qui est tout mou le matin et qui ont petit à petit, on va l'étirer, on va l'étirer, on va l'étirer jusqu'à elle est vraiment tendue à la fin de la nuit, à la fin de la journée, pardon, pour que quand on ferme les yeux, pouf, on ouvre la main et il nous s'envoie, il nous catapulte dans les sommeils là profonds. D'accord? Donc, en fait, vous voyez, ça, c'est l'accumulation de cette pression du sommeil qui va nous permettre une sommeil riche, une première partie de nuit riche en sommeil lent profond. Et vous voyez que la vitesse à laquelle on la métabolise, elle est très, très rapide. C'est pour cela que les somnologues, on incite beaucoup à dire qu'il faut pas traîner au lit les matins, qu'il faut pas faire des siestes trop longues pendant la journée, qu'il faut pas somnoler, qu'il faut pas piquer du nez devant la télévision à la fin de la journée. Parce que si on perd par exemple 1 heure, ben c'est un peu comme si on aurait perdu 4 ou 5 heures de cet éveil de suite, d'accord?
Il pensait à une personne qui dort très mal, qui se couche à 10 heures, il dort 2, 3 heures, il se réveille, il tourne, il tourne, il tourne, il n'arrive pas à dormir. Il finit pour se lever, il va à la toilette, il prend un verre d'eau. Il n'arrive pas à s'endormir jusqu'à 5 heures du matin. Il finit pour s'endormir, éteint sa alarme et se réveille à 8 heures. Et là, il fait sa journée. Elle est fatiguée, elle a comme une sorte de nuage autour de la tête, elle se sent fatiguée, elle a juste envie d'arriver chez elle. Bon, elle fait tout, elle travaille, elle prend la voiture, elle fait à manger. Et finalement, à 9 heures, ah, la maison est calme, il s'endort devant la télé. Bon, elle s'endormit, elle va au lit, puis elle peut plus s'endormir. Pourquoi? Si on regarde les heures de veille de suite qu'elle a fait, souvenez-vous, elle s'était endormie entre 5 heures et 8 heures. Donc, même si elle a la sensation qu'il n'a pas dormi de la nuit, en fait, son éveil actif a commencé à 8 heures. Puis elle finit à 9 heures de soir quand elle s'endormit devant sa télévision. Donc, en fait, elle a fait que 13 heures. Et ce n'est pas suffisant pour avoir une première partie de nuit riche en sommeil lent profond. D'accord? Donc, quand on dit qu'on perd les trains du sommeil, c'est peut-être qu'on a perdu cette force. Mais ce n'est pas vrai qu'on a perdu un train du sommeil. Parce que nous, les humains, on est des animaux diurnes. On est des animaux diurnes parce que dans notre cerveau, on a deux petits noyaux qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, qui sont les responsables de toutes les fonctions physiologiques qui ont une cyclicité de 24 heures. C'est pour ça qu'on l'appelle le rythme circadien. Circa, environ, dien, jour en latin. Donc, notre corps, il est fait pour dormir la nuit. D'accord? Et tout notre cerveau, tout notre organisme, elle est conçu pour dormir la nuit. On va peut-être perdre cet élan, mais on pourra toujours dormir la nuit. Donc, ces deux petits noyaux qui sont au contrôle des fonctions avec le rythme circadien, et je vous ai mis ici deux exemples, donc qui sont la mélatonine et la température. Donc, la mélatonine, c'est les noyaux suprachiasmatiques qui disent, bon, il faut commencer à sécréter à peu près 2 heures avant et aller se coucher. Il va la sécréter jusqu'à à peu près la moitié de la nuit, jusqu'à finir pour être complètement métabolisé et être pas détectable dans le sang et pendant la journée. Et la température, elle est aussi intéressante parce que c'est la même courbe que l'alerte, que la vigilance circadienne. Donc, en fait, ça va être intéressant pour comprendre l'ensemble de deux cycles. Je laisse pour l'expliquer un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec cet rythme circadien? Qui en fait, même si c'est un rythme endogène, même si elle est faite de l'intérieur par ces deux noyaux, il a besoin des synchroneurs extérieurs pour être bien aligné, puis envoyer toujours la signal à la bonne heure. Et pour cela, il utilise des synchroneurs extérieurs et on a deux grands types. Le premier, c'est l'alternance de la lumière du soleil et l'absence du soleil, donc l'alternance jour-nuit. Et l'autre, c'est nos routines. Plus on est régulier, plus notre cerveau, il va être bien repéré dans les temps. Il va être clair que maintenant, c'est les jours. Donc, c'est pas le temps d'envoyer de la somnolence. Et maintenant, c'est le soir. Donc, c'est le moment d'envoyer une somnolence, puis un signal de sommeil. Donc, les messages à retenir, c'est même si vous sentez que vous avez perdu ces premiers moments des grandes somnolences, détendez-vous parce que le sommeil, il va venir. C'est la nuit et c'est le moment dont les humains dorment. Alors, une autre idée bien installée, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, c'est pas si simple. On a différents types de dormeurs. Déjà, les besoins de sommeil. Donc, les besoins de sommeil, hein, c'est le temps total de sommeil dont nous avons besoin en moyenne sur 24 heures. En moyenne, nous les humains,
on devrait dormir à peu près autour de 7h20, 7h30, 8 heures de temps de sommeil. Ça, c'est la moyenne. On parle de courts dormeurs pour ceux qui ont besoin ou qui fonctionnent normalement avec moins de 6 heures de sommeil, et les longs dormeurs qui ont besoin de plus de 9 heures, 9 à 10 heures de temps de sommeil. Là, au milieu, vous voyez cette petite courbe-là, hein, c'est une répartition, là, comme ça, selon une courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'on a environ 5% de petits dormeurs, à peu près 5% de gros dormeurs, et puis entre les deux, hein, on trouve à peu près tout le reste. Donc, 90% d'entre nous, hein, on a ce qu'on appelle des besoins de sommeil moyens. Donc ça, c'est les besoins de sommeil. Ensuite, on a aussi le rythme de sommeil, ce qu'on appelle le chronotype. Alors, le chronotype, hein, c'est ce qui fait de nous des hiboux plutôt que des poules. Donc, c'est les couches tôt, lève tôt, c'est les couches tard, lève tard. Ça, en général, on le sait bien. Et c'est la même chose, c'est une répartition, hein, sur une courbe de Gauss. Donc, quelques pourcentages de très, très couches tôt, lève tôt, quelques pourcentages de très couches tard, lève tard. Et puis, entre les deux, hein, ce qu'on appelle un chronotype moyen. En gros, c'est ceux qui dorment entre 23h, minuit, 7-8 heures. Voilà, donc la majorité d'entre nous. Et puis, vous avez vu que j'ai rajouté au milieu un animal, alors mon préféré, en tout cas le préféré des médecins et des psychologues du sommeil, le dauphin. Alors le dauphin, il appartient à aucune de ces catégories. Le dauphin, c'est un petit truc en plus que vous pouvez avoir ou pas. Le dauphin, en fait, ce mammifère, pour ne pas couler quand il dort, il doit impérativement garder un de ses hémisphères éveillé pendant que l'autre hémisphère dort. Donc le dauphin, il ne dort jamais avec tout son cerveau. Eh bien, les dauphins parmi nous, hein, ce sont tous ces gens qui ont toujours un petit signal d'alerte là qui reste activé dans un petit coin de leur cerveau et qui est un frein à un ressenti de bon sommeil ou de sommeil réparateur ou d'avoir l'impression de faire vraiment une vraie pause durant tout le temps qui est dormi. Ce sont ces gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui perçoivent leur sommeil léger comme une absence de sommeil ou comme un demi-sommeil. Et ça, alors ça peut être dans notre carte d'identité du sommeil, hein, dans nos gènes, hein. Les besoins de sommeil, c'est génétique, le chronotype, c'est génétique. Et puis, en fonction de notre histoire de vie, de comment on a grandi, comment on s'est senti en sécurité, comment on a répondu à nos besoins de sécurité, quelles sont les épreuves qu'on a rencontrées dans la vie, est-ce qu'on va avoir des maladies chroniques, des douleurs, etc. On va développer ou pas notre côté dauphin. Et puis, autre chose, hein, tout ça évolue avec l'âge. Oups. Ne bougeons plus. Le tout petit bébé, hein, lui, il n'a pas d'horloge biologique encore bien mature. Ça arrive à peu près vers 6 mois. Donc, le petit bébé, il a ce qu'on appelle un rythme ultradien. C'est-à-dire que sa journée et sa nuit est faite de périodes de veille et de périodes de sommeil en alternance. Et puis, petit à petit, hein, au fur et à mesure des mois, l'horloge biologique dont nous a parlé Martha va être de plus en plus opérationnelle et on va voir apparaître un rythme jour-nuit avec une consolidation du sommeil de nuit et l'existence de, en général au départ, 3 siestes, hein, une le matin, une début d'après-midi, une petite fin d'après-midi. Puis vers l'âge de 1 an environ, la dernière sieste disparaît. Ensuite, la sieste du matin disparaît et en général, il va rester une sieste en début d'après-midi qui, de manière très variable, hein, selon les enfants, va disparaître aux alentours de entre 2 et 4 ans. Parfois, ça peut être plus. Hein. Voilà, pour s'organiser sur un sommeil exclusivement nocturne. Donc ça, c'est la répartition du sommeil. Ensuite, ce qu'on a vu, le chronotype, hein, ce chronotype va évoluer avec l'âge. Alors, ce n'est pas un scoop, hein, les bébés sont plutôt matinaux et les ados sont plutôt du soir. Ça, ce n'est pas juste à cause des écrans pour les ados, c'est aussi le fait que l'horloge biologique de l'ado, hein, est décalée. Donc, ce qu'on appelle un retard de phase, c'est-à-dire que l'horloge est un petit peu décalée. On est plus couche-tard, lève-tard pendant la période de l'adolescence que ce qu'on va être quand on sera adulte. Ensuite, donc l'adulte a son chronotype voilà, qu'on a décrit auparavant. Et puis, plus on avance en âge, plus on est couche-tôt, lève-tôt, plus on est poule. Voilà.
Donc tout ça va aussi bouger avec le temps. Et vous voyez à gauche, hein, les besoins de sommeil, comme on a dit, sont très variables. Donc il y a vraiment un intervalle d'à peu près 2 heures, hein, entre petits, même plus, 2, 3 heures entre petits et grands dormeurs. Et tout ça va évoluer aussi. Donc avec l'âge, on va perdre un petit peu de temps de sommeil, à peu près 30 minutes en vieillissant, mais pas tant que ça. C'est surtout la composition du sommeil, hein, qui se modifie. Donc de moins en moins de sommeil profond, de plus en plus de sommeil léger en vieillissant. Martha, à toi. Donc, n'hésitez pas à poser votre question. Peut-être qu'à la fin, on n'aura pas le temps de répondre. Donc, vous pouvez poser votre question au fur et à mesure dans les questions et réponses. Et donc, est-ce que c'est une bonne stratégie de, bon, je dors pas beaucoup pendant la semaine, mais quand il arrive le week-end, je fais la grasse matinée. Eh bien, c'est très agréable, mais est-ce que c'est bon pour la santé de notre sommeil? Bon, en fait, le plus on est régulier, le mieux c'est. Et oubliez pas qu'on a dit que on a une horloge biologique, que cette horloge biologique cherche des synchroneurs à l'extérieur. Et plus on envoie toujours la même régularité, les mêmes signaux, et aussi plus on a des repères dans les temps qui sont similaires d'un jour à l'autre, les mieux c'est. Après, il faut pas non plus être extrémiste. On peut, dans les week-ends, dormir 1 heure de plus, ça fera pas une gros impact négatif sur notre santé. Mais si pendant la semaine, on dort à peine 5 ou 6 heures et notre besoin de sommeil, c'est de 7 8 heures. Hein, par exemple, on le voit dans les ados. Ils ont besoin de 9 heures, mais ils sont en train de dormir 6 heures parce qu'ils se couchent tard et ils doivent se lever tôt. Et les week-ends, ils font 12 13 heures. Ça, il fait un impact aussi grand qu'une personne qui, aujourd'hui, dort à Paris et demain, il est à les Açores et après-demain, il est en Turquie. D'accord? Avec cette image de la personne qui prend l'avion, on voit clair que c'est mauvais pour leur sommeil, pour leur santé. Mais c'est la même chose si on le fait à la maison. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'éviter de somnoler pendant la journée, que vous ajustez le temps passé au lit à votre besoin de sommeil, hein, pour augmenter les nombres de heures d'éveil et enrichir votre sommeil de sommeil profond, de savoir des horaires réguliers et si vous faites une sieste. C'est vraiment bon pour la santé. Et moi, je suis pro-sieste, mais courte et tôt dans l'après-midi. Alors, peut-être le moment de répondre à que pensez-vous d'un sommeil biphasique? Alors, je peux répondre? Ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie. Donc, bon, il faut savoir que quand vous parlez des sommeils biphasiques, je ne sais pas si vous parlez d'un épisode nocturne et d'un épisode à la sieste. Je viens de dire une courte sieste, moi, je suis vraiment pour. Ou si vous parlez d'une nuit divisée en deux. Je En fait, pense que l'on cette parle nuit, peut-être d'une nuit divisée en deux. Oui, peut-être il faut répondre à ça. donc, une nuit divisée en deux, c'était la normalité avant l'invention de l'électricité. Il faut savoir qu'avant l'électricité, puis les chiffres, on dit, les changements de tour des travail, les shifts, ben, les gens, ils se couchaient avec le soleil, hein, en France, en hiver, à 6 7 heures de soir. Ils se réveillaient 5 heures plus tard. Soit il restait au lit à papoter ou avoir de l'intimité, soit il s'est levé et une chose qui c'était très habituelle, c'était de cuisiner parce qu'ils avaient la chaleur, ils avaient la lumière, puis ils étaient en famille et après ils retournaient dormir. Donc, au jour actuel, cette nuit coupée en deux peut être pathologique si on se sent très fatigué, si on se sent très somnolent, si ces deux épisodes font en sorte qu'on ne dort pas assez.
Mais si on vit bien, parce qu'on est des retraités et qu'on aime bien se coucher tôt et à 2, 3 heures du matin, on se réveille, puis on aime bien bouquiner et on bouquine pendant 2 heures, puis après on reprend le sommeil et après on est bien pendant la journée, je ne vois pas qu'il soit un problème. Merci Martha. Et On continue? est-ce que... Oui, Alors, un petit verre le soir et une cigarette aident à se relaxer pour mieux dormir. Alors, là, on vous a fait un petit... Ah, ça ne veut pas passer. Attends. Voilà. Un petit catalogue des choses qu'on avait envie de vous dire en matière de café, alcool, cigarettes, cannabis. Voilà. Donc, c'est toujours à double tranchant. C'est-à-dire que la prise de caféine, hein, donc ça augmente le temps pour s'endormir et a tendance à fragmenter le sommeil, donc diminuer le sommeil profond. Donc ça, je crois qu'il y a consensus là-dessus, hein. Plus on prend du café, alors caféine, hein, ça veut dire ça peut être le coca, hein. Une canette de coca, c'est l'équivalent d'un espresso. Donc voilà. Donc ça, on évite quand même. Alors, si on n'a pas de problème de sommeil, on peut dépasser un peu, mais si on n'est pas très copain avec son sommeil, nous, notre message, c'est vraiment essayer d'éviter les excitants, la caféine, après 14 heures. Et ensuite, il y a un effet cumulatif de dose, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, plus vous prenez de caféine tout au long de la journée, plus vous allez mettre de temps à l'éliminer. Donc, dans l'idéal, hein, on essaye d'éviter plus de 2 tasses par jour, encore une fois, si on a des difficultés de sommeil. Alors, c'est vrai qu'il y a une variabilité individuelle, mais il y a quand même très peu de gens, un tout petit pourcentage qui est insensible à la caféine, mais ceux-là, en général, ils le savent. Et puis, il y a aussi un petit pourcentage de gens hypersensibles, où même un café le matin a déjà des répercussions sur le sommeil. Ensuite, alors, le fameux petit verre le soir. Alors, comment ça se passe? Alcool et sommeil. Alors, ben oui, l'alcool, hein, ça détend, donc ça va favoriser, alors en prise aiguë, on parle, hein, pas en prise chronique, mais ça va avoir tendance à favoriser l'endormissement quand on le prend de manière ponctuelle. Mais le sommeil, notamment le sommeil de deuxième partie de nuit, est vraiment hyper fragmenté. Donc, c'est vraiment le faux ami du sommeil, l'alcool. Et par ailleurs, hein, on sait tous, quand on a bu, on a plus tendance à ronfler. Alors, ronfler, c'est gênant pour l'entourage, mais ce n'est pas en soi une pathologie, hein, mais le ronflement peut être le signe d'alerte d'apnée du sommeil. Et dans ces cas-là, l'alcool va augmenter les apnées du sommeil, donc encore plus fragiliser le sommeil. Donc, le message, là, c'est bon, éviter dans les 3 heures avant le coucher, si possible. Ensuite, la nicotine. Alors, la nicotine, hein, c'est un stimulant de la vigilance. Ça accélère le cœur. Donc, c'est vraiment plutôt éveillant. Alors, évidemment que se fumer une petite cigarette, ça peut nous aider à nous détendre, mais c'est vraiment l'effet paradoxal, c'est-à-dire que ça va quand même stimuler nos systèmes d'éveil, donc notamment entre deux réveils nocturnes, hein, c'est vraiment pas l'idéal. Donc là aussi, hein, on dit essayer d'éviter dans les 3 heures avant le coucher et en milieu de nuit, là, c'est vraiment pas recommandé. Et puis, enfin, un petit mot sur cannabis et sommeil. Alors, le cannabis, hein, il va avoir tendance, en effet, hein, aussi par son effet relaxant, à favoriser l'endormissement, à même augmenter le sommeil en profond, mais la contrepartie, c'est qu'il va diminuer notre sommeil paradoxal. Et celui-là, hein, vous avez vu que quand même, il est capital, hein, pour tout ce qui est récupération au niveau neurologique. Et puis, un autre effet du cannabis, hein, c'est qu'il va avoir tendance à reculer cette fameuse horloge biologique en nous rendant de plus en plus hibou. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus couche-tard, lève-tard, hein, parce qu'il empêche la sécrétion de la mélatonine. Donc, ça va être d'autant plus problématique si on est dans cette période de l'adolescence. On est déjà trop couche-tard, lève-tard par rapport à ce que demandent les heures de collège et lycée, hein. Donc là, vraiment, c'est aussi le faux ami. Et puis, l'arrêt, hein, du cannabis donc, va entraîner un rebond de sommeil paradoxal, donc un rebond de sommeil, de cauchemars qui peuvent parfois être vraiment très désagréables.
Donc, le message, hein, bon, éviter une consommation tout court, on est d'accord, mais en tout cas, éviter une consommation régulière, ce n'est pas aider votre sommeil. Alors, Martha. Alors, je ne dors qu'avec la télévision allumée. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'endormissement? C'est très, très courant. Docteur, je ne m'endors qu'avec la télévision. Eh bien, c'est sûr, parce que elle fait une sorte de inhibition de toutes les angoisses de la journée ou cette angoisse de ne pas pouvoir s'endormir. Mais la télévision, c'est un dispositif électronique qui émet de la lumière bleue. Et en fait, cette lumière bleue, elle est, captée pour des récepteurs qui sont dans nos yeux qui vont aller envoyer cette information au noyau suprachiasmatique. Et le noyau suprachiasmatique, c'est l'horloge biologique. Et la lumière bleue, c'est juste le soleil qui devrait l'émettre. Donc, en fait, quand le noyau suprachiasmatique reçoit cette lumière bleue, il s'est dit, ah, c'est pas le moment de dormir parce que je suis en train de recevoir de la lumière qui vient du soleil. Donc, notre message, c'est si vous avez des soucis à dormir, évitez les dispositifs électroniques en soirée. Évitez-les au moins 2 heures avant le coucher. Je vous ai dit avant, la mélatonine commence à se sécréter autour de 2 heures avant les coucher. C'est pour cela qu'on donne cette période de 2 heures. Et ce n'est pas seulement la lumière bleue, c'est que dans tous les dispositifs, la télévision, les tablettes, l'ordinateur, les téléphones, il y a beaucoup d'informations. Il y a de l'information, il y a des personnages, il y a des couleurs, il y a des sons, il y a de la musique, il y a des informations émotionnelles. Et donc, le cerveau est en train de travailler énormément pour codifier tout cela. Donc, il est très difficile de tomber dans un sommeil apaisé juste après que notre cerveau a travaillé intensément. Donc, le soleil, vraiment important pendant la journée pour bien synchroniser, aligner notre horloge biologique avec l'heure. Exposez-vous à la lumière du jour le plus possible et évitez le plus possible tout dispositif électronique, y compris la télévision, en fin de journée. Martha, un petit mot, s'il te plaît, sur les lunettes teintées orange, les lunettes anti-écran pour filtrer la lumière bleue. D'accord. Donc, en fait, effectivement, il y a des lunettes. Alors, il faut faire, moi, j'ai vu des lunettes spécifiques pour des infirmières qui sont vraiment pas jolies, qui sont tout fermées et qui sont des vrais écrans de lumière bleue. Ces lumières, effectivement, ils vont annuler complètement la lumière bleue. Donc, on la recevra pas. Mais si on les utilise pour pouvoir voir la télévision ou pour pouvoir tapoter dans notre téléphone, ça va pas marcher parce qu'il y a aussi cette partie des activités cérébrales. Et ces lunettes, on va les utiliser plutôt pour les travailleurs de nuit, pour éviter qu'ils ont de la lumière solaire quand ils sortent, par exemple, de l'hôpital, pour qu'ils puissent dormir mieux en arrivant à la maison. Mais voilà. Après, il y a beaucoup de dispositifs qui se disent avec un écran de lumière bleue. Et ce qu'on a vu dans un congrès du sommeil il y a 2 ou 3 ans, c'est qu'ils ne sont pas prouvés. Ni les filtres pour qu'on voit dans des applications qu'on peut mettre les téléphones avec un peu une couleur un peu orangée, saumon, ni celles qu'on vend pour la lunette un peu plus courant. Et surtout, il y a toute la lumière qui va entrer ailleurs que par les vitres. Bon, moi, je me permettrai d'une petite nuance quand même pour Martha qui est très rigoureuse. Oui, oui, absolument. Après, je dirais que la stimulation intellectuelle devant la télévision peut-être est moindre que celle devant certains écrans et que la télévision est quand même plus loin que le téléphone portable ou la tablette qu'on a juste là devant nous. Donc,
voilà, si ça nous détend de regarder la télé et que vraiment on n'aime pas lire, on n'a pas envie de lire, ou voilà, et qu'on met des lunettes anti-écran avec une télé un peu loin dans une pièce éclairée et qu'on n'est pas très passionné par ce qu'on regarde à la télé, bon, ça peut être quand même une porte d'entrée, voilà. C'est Hein, vrai donc, qu'on met à l'exception de que la télévision juste 1 heure, de l'arrêter 1 heure avant. Et ça, tout ça, c'est vraiment juste pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. Et oui, moi, je mets absolument. toujours l'exemple du donut, hein, qui n'est pas bon pour la santé des personnes, mais on peut le manger. On ne pourra pas le manger si on est diabétique. Ben, c'est la même chose. C'est vraiment des conseils pour des gens qui ont vraiment de difficultés à s'endormir et que ça peut les aider. Ça marche, on continue. On continue. Donc, en fait, comme je vous disais, si on est devant, par exemple, un écran, un téléphone qui est, notre cerveau est en train de travailler jusqu'à la fin de la journée, mais ça va être très difficile de transitionner, puis voilà, dormir paisiblement. Et en fait, et ça, il faut le penser aussi en macro. En fait, si on a une journée euh, très chargée, très stressante, et avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup des alertes, etc., ben c'est très difficile qu'on s'endort facilement. Donc, le sommeil, on les prépare pendant la journée. On vous suggère de faire des petites pauses pendant la journée et de prendre du temps pour vous et de penser à quels sont vos loisirs et dédier des petits moments pendant la journée et de prioriser vos tâches, pas essayer de tout faire dans une journée et vous frustrer parce que vous n'arrivez pas, mais vraiment de choisir quelles tâches vous pourriez faire aujourd'hui et quelles vous pouvez laisser pour demain, qu'est-ce que c'est urgent, qu'est-ce que c'est important et pour bien organiser et planifier vos journées. Alors, un petit lait chaud au miel avant d'aller dormir. Donc, on vous a mis là les messages qu'on avait envie de vous faire passer autour de l'alimentation. Donc, des choses assez simples, hein, mais qui peuvent faire la différence quand le sommeil est un petit peu compliqué. Donc, l'idée, hein, c'est que vous avez vu avec Martha, l'alimentation est aussi un synchroniseur de notre horloge. Donc, 3 repas par jour. Hein, bon, après, on ne va pas discuter plus avant alimentation, mais voilà. En tout cas, heure régulière des repas, avec un dîner à distance du coucher, hein, dans l'idéal 2-3 heures avant d'éteindre la lumière. Et puis, donc, au niveau répartition, hein, des nutriments, donc les protéines et les aliments gras, notez que c'est plutôt éveillant, ça va contribuer à fragmenter le sommeil. Donc, pour le dîner, plutôt pauvre en protéines et en aliments gras. Et plutôt riche en sucres lents, et notamment les sucres lents, hein, pour ne pas avoir de fringales en deuxième partie de nuit. Ensuite, alors ça c'est un petit peu anecdotique, mais voilà, les aliments sucrés, hein, vont favoriser l'endormissement, faciliter la production de la sérotonine, hein, qui est indispensable à la sécrétion de notre fameuse mélatonine. Alors ça c'est vrai, mais c'est rigolo, c'est vrai uniquement au repos. Donc le soir, hein, quand on est au repos, le sucre rapide va favoriser l'endormissement. Donc dans notre petit lait chaud au miel, hein, c'est plus probablement le miel qui a un vrai impact, possiblement, que le lait chaud. Et ensuite, hein, on ne va pas le détailler ici, mais euh, le manque de sommeil, le mauvais sommeil va perturber l'organisation des hormones de la faim et de la satiété. Donc, quand on dort mal ou qu'on manque de sommeil, ça va augmenter l'appétit. Donc, il va y avoir des liens, hein, étroits entre notre manière de dormir et notre manière de manger. Alors, routine et rituel du coucher. Là, ça va peut-être un petit peu répondre à la question qui était en suspens dans le chat, hein, enfin dans les questions-réponses. Donc, comme Martha vous a dit, le sommeil se prépare tout au long de la journée et notamment, hein, dans la fin de la journée, ce qu'on appelle nous les routines du soir, c'est-à-dire c'est un ensemble de petites habitudes qu'on va avoir et c'est d'autant plus important par exemple pour les enfants, hein. Donc ces habitudes qui vont se répéter de jour en jour et qui vont petit à petit préparer notre organisme, hein, à basculer en mode sommeil quand la pression de sommeil sera suffisante.
Donc, on va jouer sur tous ces synchroniseurs. Tamiser la lumière, se mettre dans une ambiance sonore apaisante, diminuer l'activité physique pour baisser notre température interne. Vous avez vu que c'était un des cycles qui participe beaucoup à notre rythme circadien. On va donc éteindre les appareils électroniques. Donc voilà, Martha, tu nous as mis 1 heure pour la télé, tout va bien. Et puis, prendre un petit temps exclusivement pour nous, dans ces journées très chargées où on a le travail, peut-être après pour certains les enfants, où on va rentrer tard, tout va commencer tard, eh bien, ça peut valoir le coup de décaler encore un petit peu notre coucher, notre extinction pour se prendre un petit sas de transition, un moment où, juste pour nous, on va pouvoir se poser, éventuellement poser aussi ses soucis et ne pas partir au lit avec. Et puis, terminer tout ça par un petit rituel du coucher. Alors, le rituel du coucher, on le connaît tous chez les enfants, c'est ce moment d'intimité avec l'enfant. On va préparer la séparation de la nuit. Mais pour les adultes, c'est la même chose. Ça va être pour notre cerveau un petit signal de ça y est, on va basculer entre le monde de l'éveil, le monde du sommeil. Et ensuite, voilà, extinction des feux. Alors, l'environnement de sommeil, quelques mots sur quelque chose d'assez consensuel. Notre environnement de sommeil, il doit être ordonné ou pas trop de bazar pour que aussi notre cerveau trouve aussi son calme. Donc, on a bien insisté sur la lumière, mais vraiment, des études ont montré récemment que même une bougie allumée dans une chambre pouvait perturber la qualité du sommeil et la sécrétion de la mélatonine. Donc, si possible, on essaye de dormir vraiment dans l'obscurité totale, sans bruit, et avec une température plutôt fraîche, autour de 19 degrés, pareil, pour que notre rythme circadien trouve ses marques. Voilà, avec une literie confortable et pas trop chaude. Et on dit classiquement réserver le lit au sommeil ou à l'intimité pour que notre cerveau fasse bien l'association entre le lit et le sommeil. Parce que si on passe sa soirée au lit, à dîner, gérer ses mails, regarder la télé ou une série sur son ordinateur et qu'on éteint après, notre cerveau il risque d'être un petit peu brouillé, de ne pas bien reconnaître en fait ce message. Alors pour ceux qui vivent dans un petit espace en studio, on peut tout à fait organiser ça avec un lit, avec une certaine décoration, couvre-lit, etc., qui va être en mode éveil canapé, et puis ensuite un lit qui va passer en mode sommeil. On va un petit peu changer la déco, on va enlever le dessus de lit. Enfin voilà, on peut organiser 2 environnements différents, même si c'est la même pièce. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Eh bien voilà, on arrive à la fin de ce qu'on voulait vous partager. Et on attend, merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous regarderont plus tard en replay. Alors, Merci n'hésitez beaucoup. pas, on a du temps. Si vous avez des questions ou des remarques, ou voilà, on peut prendre le temps de répondre à des sujets qui n'ont pas été abordés. On se laisse quelques minutes pour ça. Et Mhm. si tout est clair pour vous, c'est OK pour nous aussi. Martha, est-ce que tu penses à quelque chose qu'on n'aurait pas dit et qu'on voulait absolument dire, qu'on a oublié dans le feu de Non, je l'action? pense que vraiment on a fait le tour de ce qu'on avait visé à, comme contenu de cette première webinaire. Il y aura Ok. d'autres qui vont venir plus tard. Alors, Jean-Paul, on nous dit souvent qu'un réveil régulier à 3 heures du matin est lié à un problème de foie. Est-ce vrai? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas cette notion. Non, pour moi, le réveil régulier 3 heures du matin, vous avez vu l'évolution des stades de sommeil, ça correspond souvent, on a fait 2, 3 cycles de sommeil, le sommeil riche en sommeil profond, la pression de sommeil, comme vous avez vu Martha nous l'expliquer, a chuté. Donc, il y a ce réveil naturel entre les cycles de sommeil, je vous ai dit, il y a des temps d'éveil. Donc, on se réveille et comme il n'y a plus de pression de sommeil, le sommeil lent profond est déjà fait.
eh bien, on est beaucoup plus facilement en alerte que, au bout du premier cycle de sommeil. Donc, j'ai pas cette notion de problème de foie. Martha? Jamais j'avais entendu ça et Ok, moi je bon, fais la donc, thérapie cognitivo-comportementale pour les insomniaques et c'est très habituel cet réveil régulier à 3 heures du matin qu'on ressuscite facilement, par exemple avec la restriction du temps au lit, juste en bougeant un petit peu les horaires et de sommeil. Donc, non. Après, peut-être qu'il y a des cas de personnes qui ont des problèmes de foie et qui se réveillent à 3 heures du matin. Mais à l'inverse, non, je pense pas que les personnes qui se réveillent à 3 heures du matin, ils ont toujours des problèmes de foie. ok, tu vois, Jean-Paul nous dit cela vient de croyances en médecine chinoise. Bon, voilà, donc nous, on ne sait pas toujours tout, hein, mais en tout cas, on peut vous expliquer de notre culture occidentale comment le Mm, mm. réveil nocturne de 3 heures Fred, du il y a matin est une fréquent. question sur les signes d'alerte pour consulter pour l'apnée du sommeil. Ouais. Alors, on fera un d'autres webinaires sur les pathologies vraiment, mais en gros, les signes d'alerte pour l'apnée du sommeil, ça peut être des signes de nuit, hein, qui sont essentiellement quand même le ronflement, les maux de tête au réveil, le fait de se lever la nuit pour aller aux toilettes, ou des apnées constatées par notre entourage, et puis aussi les répercussions sur la journée, hein. Si on n'est pas en forme la journée sans qu'on comprenne pourquoi, ça vaut le coup de se questionner pour une apnée du sommeil ou un autre trouble du sommeil, hein, une fois qu'on a éliminé d'autres causes de fatigue. Ok. Alors, certains se réveillent pour libérer leur vessie. A-t-il quelque chose à faire autre que Hmm. peu boire le soir? Alors déjà, moi, je viens de vous dire, le fait d'avoir besoin d'aller aux toilettes la nuit, ça peut être un signe d'appel, hein, dans certains cas, pour une apnée du sommeil. Dans la mesure où c'est un peu compliqué le mécanisme, hein, mais il y a des perturbations de l'hormone qui réabsorbent l'eau dans nos tissus, donc ça fait qu'on a besoin d'uriner plus souvent. Mais hors pathologie, Martha, tu veux dire un petit mot là-dessus? Oui, d'ailleurs, chez les enfants, une énurésie, ça peut être donc se faire pipi au lit à nouveau, ça peut être une cause des apnées du sommeil. Mais moi, je voulais aussi dire quelque chose par rapport à ça. Donc, classiquement, on propose de limiter les liquides à partir des 18 heures. Mais ce que j'ai constaté avec les patients insomniaques, c'est qu'il y a une forte lien entre les stress et le système urinaire et que quand les personnes sont très anxieuses, avec beaucoup de stress, etc., ils ont cette tendance à se réveiller plus souvent avec cette sensation de devoir aller à la toilette. Et quand on met une rituel d'endormissement qui est vraiment apaisant, qu'on s'habitue à faire une méditation ou une cohérence cardiaque à la fin de la journée, cette sensation de devoir aller à la toilette, au moins diminue, disparaît ou au moins diminue. Et évidemment, Fred, il y a quand même des personnes qui sont âgées. Il y a aussi une facteur âge Oui, bien sûr, que- hein. Notamment les problèmes de prostate chez les hommes, qui hein, peut voilà, ça jouer. peut aussi entrer en ligne de compte. Mais cette idée d'essayer vraiment de vous détendre avant d'aller se dormir peut aider à se réveiller moins pour aller à la toilette. Ok. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, on va rendre l'antenne, comme on dit, ou on va clore ce webinaire. Donc, merci à tous, hein, Merci pour votre beaucoup. participation. Et puis, bah, voilà, pour ceux qui le souhaitent, de toute façon, il y aura possibilité de voir ça en replay à un autre moment. Et ben, bonne soirée à Merci, bonne tous. soirée. Bon rêve à tout le monde.